Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. On est dimanche, comme depuis quelque temps, 11h30, le début de ce programme dominical qui permet de revenir sur les grands sujets d'actualité traités et regardés par la presse. C'est 90 minutes d'actualité commentées par ceux qui la font, ceux qui la vivent, ceux qui la décryptent et même ceux qui la critiquent. C'est Canal Presse avec 5 invités, même s'il y a l'un des 5 qui n'est pas encore live, va certainement nous retrouver. Je vous présente à présent le menu de ce programme, une signature de Justin Pierre-Essonneau. Venez voir le Cameroun. Ici, 20 millions de lions indomptables et 20 millions de soldats, tous armés contre Boko Haram. Sur le terrain de la défense de la patrie, ils oublient d'abord tous le terrorisme économique interne dont ils sont victimes de la part des voleurs à col blanc. Ils saluent et accompagnent le président Paul Biya qui a militarisé les frontières nationales autant qu'ils réjouissent avec les lions UV Brésil 2014. Mais pour le cas des lions, comme celui du Boko Haram, ils n'oublient pas des chantages et des connexions qui visent un seul but, se faire de l'argent. D'où parfois dans la tanière, des problèmes de mœurs de joueurs, au propre comme au figuré, ils se sont érigés en terroristes de primes face à une cause nationale. Cela est un Boko Haram patriotique à l'heure où le président de la République doit aussi régler le Boko Haram gouvernemental. Dans un cas comme dans l'autre, on voit des facteurs de déstabilisation face aux situations réelles. C'est le lieu de le dire avec nos panélistes, si vous le voulez. Avant et après le décès de Monseigneur Beffé Ateba, le Conseil national de la communication n'est toujours pas l'émanation de la corporation. A contrario, l'intérêt de la régulation de la presse s'avère plus qu'actuel. C'est que chez nous, alors qu'ils sont élus ailleurs, les recteurs d'université sont nommés. Chez les autres, on parle d'autorégulation. Ici, on finit par croire que le Conseil national de la communication est un véritable gendarme constitué pour intimider la presse. Au commencement en 2013, la révision de son statut d'organe consultatif à organe décisionnel opposait déjà un défi juridique au sens de sa capacité répressive. Au plan pédagogique, depuis lors, pas de subvention non plus à la presse qui aurait pu voir émerger de véritables entreprises. Défis pédagogiques, défis financiers, défis quant à l'octroi de licences et d'exploitation, tout est bloqué et l'indigence se poursuit côté cour et côté jardin pour l'essentiel du landerneau de la presse camerounaise. Voici donc un toujours parent pauvre du renouveau, sans aide-soignant, infirmier et sans médecin. Du reste, évoquons encore et toujours les défis de la régulation de la presse camerounaise. L'émission est diffusée en direct et concomitamment sur Canal 2 International, sur la radio 8 FM et sur la toile. L'un des thèmes retenus ce dimanche nous permettra en tout cas de rendre hommage à Monseigneur Beffé Ateba, le président du Conseil national de la communication décédé. Invité ce dimanche, Joseph Olingay, travaille pour le quotidien privé Le Messager. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous aux téléspectateurs et ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci d'avoir fait le déplacement de Douala pour participer à ce programme en direct de Yaoundé. Vous me voyez sans voix. On vous a beaucoup lu cette semaine. Vous êtes particulièrement intéressé à une affaire qui se passe du côté de Pangar ou de l'homme Pangar. Les titres des journaux cette semaine ont parlé d'une sorte de mafia qui serait orchestrée par Codco avec l'implication des opérateurs italiens. Et le malheureux dans la chaîne risque d'être des opérateurs camerounais. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, le sujet nous a intéressés parce qu'il s'agit là d'une PME camerounaise qui, comme beaucoup de PME qui travaillent avec les multinationales, sont souvent lésées au profit des PME occidentales. Et c'est un cas illustratif. Il y en a plusieurs comme ça, d'une entreprise qui gagne un marché de sous-traitance et qui n'est pas payée. Et malheureusement, ça fait peut-être mal parce que jusqu'ici, l'image qu'on a gardée de l'entreprise Codco qui s'occupe du pipeline Tchad-Cameroun, on a gardé l'image d'une entreprise responsable et on est étonné que lorsqu'on arrive à la fin de ce travail-là, qu'il y ait des entreprises qui se plaignent du fait que ce qui leur est dû
n'est pas reversé. Les contrats sont revus unilatéralement par la Côte-Com. Ce n'est pas pour changer l'entreprise. Je vous ai dit, je commençais par dire que c'est une entreprise qui jusqu'ici a été appréciée par tout le monde. Mais quand on se retrouve avec, par exemple, deux PME, une camerounaise, une italienne, pour ne pas citer la CICIM, et 3N, qui sont des prestataires de Côte-Co, et que la Côte-Co prend sur elle de payer exclusivement la PME italienne, je pense que c'est des choses qui viennent un peu entacher sur l'image qu'on avait de la Côte-Co jusqu'à aujourd'hui. Et je continue de le dire, c'est malheureusement le drame des PME camerounaises. Chaque fois qu'elles ont à travailler avec les multinationales, elles ne sont pas prises en compte et on reverse plutôt l'argent aux expatriés qui viennent travailler. Ça ne fait pas bien pour l'image de ces entreprises. Alors, l'un des intérêts de ce sujet, c'est justement parce que les travaux en question sont en train d'être bouclés. On a parlé de Lompanga, il ne s'agit pas à proprement parler du barrage, mais c'était les déviations. C'était la déviation du pipeline Tchad-Cameroun. Voilà, il fallait déplacer parce que le chantier de Lompanga passait par là. Et malheureusement, on s'est bien rendu compte que l'entreprise a fait son travail. Et l'entreprise 3N a fait son travail. L'entreprise CICIM, qui avait sous-traité le marché, a pris l'argent et est repartie. Et 3N n'a rien reçu. 3N n'a rien reçu. Et la Côte-Co, lorsque nous sommes allés de ce côté-là, ils disent qu'ils sont en train de régler à l'amiable. Mais dans le même temps, on voit bien que l'entreprise qui était censée reverser l'argent à la PME camerounaise, elle a foutu le camp et ça pose quand même un problème. Et je dis, si vous arrivez, vous allez à Lompanga, vous allez à Kribi, vous allez voir que ce type de problème arrive toujours. Où les PME camerounaises qui viennent sous-traiter ne sont pas prises en compte et les gens repartent avec l'argent. On se retrouve avec des procès qui traînent entre les tribunaux camerounais et la chambre arbitrale du JICAM. Et finalement, il n'y a pas d'argent. Dans le même temps, vous verrez bien que les banques, elles, attendent que l'argent leur soit reversé. Donc pour dire, pour le cas illustratif de la Côte-Co, de 3N et de CICIM, quand même on a gardé l'image d'une Côte-Co qui était sérieuse de façon globale et que ce type de choses commence à arriver. On pense quand même qu'on n'est pas loin de crier au racisme et autres. Et je pense que si les gens le font avec ce type de fait-là, ils seront en droit de penser comme ça, que la Côte-Co prend en compte les intérêts des entreprises occidentales et oublie les entreprises locales. Les PME locales qui malheureusement ont besoin de ce soutien-là pour s'épanouir. Merci Joseph. Le sujet est abondamment revenu dans la presse cette semaine et les expressions utilisées tournaient toujours autour de cette mafia, ainsi de suite. On reçoit quelqu'un qui est forcément très heureux cette semaine. Il vient de célébrer ses 20 ans de carrière. Il vient de Bafoussam. Paul Ngouarekedi, bonjour et joyeux anniversaire. Bonjour cher ami. J'aime bien qu'on dise 20 ans de micro. 20 ans de micro. Et de la plume, parce que quand vous dites 20 ans de carrière, ça fait trop fonctionnaire. Ça laisse un peu l'impression que les gens vont faire des calculs, hein, il lui reste combien d'années. Donc merci beaucoup, il fallait un peu observer juste une seconde. 20 ans de micro et de la plume. Ça, on a pas Bafoussam, la fête était belle. Hein, très belle. Il y a eu des activités sportives, il y a eu toute une soirée. Il n'y avait pas de vigile à l'entrée, tout le monde venait, tout le monde ressortait. Et c'était exceptionnel, il fallait observer une pause pour dire merci à Dieu, parce qu'il y a eu un culte œcuménique. Donc c'était formidable et je pense que avec le reste du temps que Dieu va continuer à m'accorder, je vais continuer à apporter ma modeste contribution dans l'épanouissement et l'environnement médiatique au Cameroun. Et la suite de la célébration, c'est tout à l'heure après l'émission. Vous venez de Bafoussam. Le gouverneur Midiwa Bakary va prendre la direction de l'extrême nord. Il était jusque-là gouverneur de la région de l'Ouest pour parler un peu de ce remaniement au niveau de la préfectorale observé il y a de cela quelques jours. Qu'est-ce qui peut avoir motivé les choix du chef de l'État? 4 régions seulement sont concernées. Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je pense que selon l'actualité et selon la discrétion du chef de l'État, il sait quand il doit intervenir et comment. Ce décret est intervenu et tout le monde a pu l'apprécier. Et je pense que au regard de l'urgence qu'il y a dans le grand nord du pays, le chef de l'État a pensé
réactualiser la préfectorale. Ben, je pense que les hommes qu'il a désignés peuvent jouer le jeu parce que Midi Bakari était sous-préfet à Ngaoundéré, sous-préfet à Garoua, sous-préfet à Maroua et préfet au Mayoraï avant de devenir gouverneur à l'Ouest. Je pense qu'il a beaucoup d'arguments à offrir pour mener un combat, le combat que voudrait le chef de l'État contre Boko Haram. Et c'est un réaménagement très important. Beaucoup se sont demandé pourquoi 4 régions, pourquoi tel. Je pense que le chef de l'État seul sait pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a signé ce décret. On attend de voir tous ces... Vous êtes d'accord que c'est dans la logique du combat contre Boko Haram? Certainement, puisque lorsqu'on observe les mouvements, il n'y a pas eu de gouverneur au sud-ouest, il n'y a pas eu de gouverneur au sud, il y a eu des gouverneurs au nord et à l'extrême nord. Donc, lorsqu'on fait des analyses, on pense que ce décret a été rendu public pour barrer la voie à Boko Haram. Une seule entrée, celle de Abaté Edijan, qui devient gouverneur de la région du Nord, après avoir passé 2 ans seulement comme préfet du département de la Sénégal-Maritime. C'était d'ailleurs son premier poste de préfet. C'est quand même une grosse confiance. C'est une grosse confiance et c'est aussi le destin. Midi Awa Bakari est quitté préfet de Mayoraï pour être gouverneur à l'Ouest. Je pense que lorsque le chef de l'État joue ses cartes, il a également beaucoup d'arguments, il a beaucoup d'éléments d'appréciation avant de nommer une personnalité donnée. Donc on attend de voir toutes ces personnalités sur le terrain. Vous savez, lorsqu'on vous nomme, on danse, après on se retire un peu pour réfléchir. Le gouverneur Midi Awa Bakari, je pense qu'il est entre le centre et la Damawa. Il est en route pour l'extrême nord. Il y a quelques jours, il disait que bon, le chef de l'État m'a une fois de plus fait confiance. Et je dois tout faire pour mériter cette confiance. En tout cas, ces changements vont intervenir dans l'un des thèmes retenus ce dimanche. L'actualité au Cameroun, c'est aussi le sport avec l'équipe nationale du Cameroun, les Lions qui vont au Brésil. C'est aussi l'actualité dans les librairies et les kiosques avec ce livre, Les Lions indomptables, la légende de Khartoum à Rio, de Brice Mbeuze, qui est journaliste, qui travaille pour Cameroun Tribune. Il vient d'ailleurs d'être installé comme chef d'agence au PECAM du côté de la Damawa. Il est correspondant de France Football au Cameroun. Il a d'ailleurs connu de nombreuses rédactions internationales. Et il nous propose cette histoire de l'équipe nationale du Cameroun de Khartoum à Rio. C'est pratiquement de 1970 à 2014. Brice Mbeuze, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est une belle recherche préfacée par le sultan Ibrahim Bombon-Joya. Il va nous servir à quoi ce livre exactement? Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de Canal 2 International. C'est un devoir de mémoire. Nous avons voulu fixer les temps forts de la sélection nationale de football fanion de 1970 à 2014. 1970, c'est sa première participation en compétition officielle, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations de Khartoum au Soudan, jusqu'en 2014, la campagne de qualification de la Coupe du Monde. Parce que nous ne sommes pas encore à la phase finale. La phase finale démarre jeudi. Et nous avons voulu, à travers les acteurs, les dirigeants sportifs, les joueurs, les journalistes, essayer de parcourir cette trajectoire de l'équipe nationale durant ces 40 dernières années. Mais le livre s'ouvre par une évocation des années 60 par Dominique Colonna, qui est l'un des premiers entraîneurs expatriés à avoir dirigé cette sélection. Alors, quelle est l'opportunité de la sortie de ce livre maintenant, si on peut le dire ainsi? L'opportunité, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de 2014, qui est un grand moment. Ça va se jouer au Brésil, terre de football. Le Cameroun est considéré comme une terre de football aussi. Et nous avons voulu juste, c'est un devoir de mémoire, sortir les temps forts de cette sélection qui fait vibrer beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, beaucoup de sympathisants à travers le monde. Il est déjà disponible avec la collaboration d'Emmanuel Gustave Samnik, Jean-Bruno Taillen et Aimé-Richard Lecroix, postfacé également par Ahmad Kalkaba Malboum. Merci Brice Mbeuze d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que pendant longtemps, vous avez été patron des sports du côté de Cameroun Tribune. Nous accueillons un directeur de publication, Christophe Bobiokono, le directeur de publication du journal Kalara, qu'on ne présente plus. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. On ajoutera que vous êtes membre du Conseil national de la communication. C'est cela. Le Conseil, comme tous les Camerounais d'ailleurs, frappé par la disparition de Monseigneur Befeu Ateba. C'est des durs moments. C'est un moment, je peux dire un moment grave, parce que
c'est pas facile de perdre un compagnon de route de la sorte. On espérait bien achever notre mandat et peut-être se séparer ainsi. Alors, Christophe, des Camerounais viennent encore d'être expulsés du Gabon. On parle de 230 au total pour la première vague. Comment lisez-vous ces expulsions qui ne s'arrêtent pas? Ben, ces expulsions, je crois que c'est un vieux problème. C'est l'état de nos relations avec les pays amis voisins, notamment la Guinée équatoriale et le Gabon, voilà, qui estiment qu'ils sont comment je vais dire ça, des réservoirs peut-être de travail, en fait, alors qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour leurs propres ressortissants. Vous savez, on est dans une sous-région CEMAC où en principe la circulation devrait être libre. Mais il y a ce problème-là, ces pays-là ont peur d'être envahis par les voisins. Il n'y a pas que les Camerounais qui souffrent de ces expulsions-là. C'est un argument acceptable? Disons que les Gabonais défendent leurs intérêts. Et nous, Camerounais, nous ne pouvons voir cette chose-là que d'un mauvais œil. Mais ils estiment qu'ils ne doivent pas être submergés par les Camerounais, mais aussi par les Nigérians, parce que les Nigérians souffrent aussi de ces expulsions-là, autant que les Camerounais, sinon plus que les Camerounais. Mais maintenant, ça pose le problème comment je peux dire ça, de la volonté politique réelle de nos gouvernants par rapport à ce qu'on appelle la création d'un espace commun dans la sous-région CEMAC. Et comme citoyen de cette région-là, on ne peut regretter que le fait de ne pas pouvoir aller ou vivre sereinement dans l'un quelconque des coins de la sous-région sans subir ce type d'expulsion. Merci Christophe, et on accueille, cela fait quelque temps on ne l'a pas vu, sur le plateau de Canal Presse, pourtant un abonné, un contributeur très apprécié d'ailleurs, Charlatana Manda, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Zé, et toutes mes amitiés au grand public de Canal 2 International et singulièrement de Canal Presse que je retrouve avec un égal plaisir. Merci du clin d'œil, surtout merci de me rassurer que nous sommes appréciés par votre public. C'est important, on nous le disait à l'université, à l'école de journalisme, il y a 20 ans précisément. Et je fais un clin d'œil à Paul Ngouaré Kindi. C'est lui qui me rappelle, parce que nous avons quand même, j'ai envie de dire, au tout début de l'histoire professionnelle, blanchi nos culottes ensemble. Il nous rappelle qu'on a un parcours de 2 décennies déjà. En ce qui me concerne, il se passera sans fête. Dans tous les cas, j'ai dit bravo à Paul Ngouaré. Et donc, je disais, on nous le précisait que, naturellement, un professionnel de la communication devait essayer de savoir ce que le grand public pense de lui. C'est donc important, cet hommage-là. Et donc, je reviens, peut-être, il y a eu 2 raisons. Une raison professionnelle. Nous autres, si vous voulez, serviteurs de l'État, nous avons, comme qui dirait, des contraintes qui sont des contraintes stratégiques. Je me considère modestement comme un outil technique de l'État. Et donc là, il y a un grand théâtre des opérations. Ces 3 derniers mois, il était important que je me consacre profondément à mes responsabilités pour bien écouter la conscience collective sur le champ médiatique. Absolument. Et puis il y avait une autre contrainte psychologique. On a traversé des moments d'un très grand transport d'émotions sur la place Cameroun, avec la disparition de 2 frères et compatriotes d'importance dans la production de la parole sur le champ médiatique. Je voudrais encore une fois avoir une pensée au moment où je reviens sur l'avant-scène pour Charles Ateba-Yéné pour Pusoto. On dit également que vous êtes souvent porteur de bonnes nouvelles. Quand vous vous asseyez sur ce plateau, il y a toujours quelque chose de bien qui se passe autour du président Paul Biya, qui vient d'être honoré par l'Union panafricaine des avocats pour le travail fait dans le cadre de la résolution pacifique des conflits, le cas de Bakassi par exemple. Si vous voulez, la première attitude que je voudrais partager avec le grand public, c'est que Paul Biya, comme le poète, a dit qu'attendre les lauriers tant que la patrie s'interroge. Il s'agit justement du prix de l'Union panafricaine des avocats pour la résolution des conflits à l'échelle planétaire et singulièrement en ce qui concerne l'Afrique. Je crois le président Paul Biya qui partageait ce prix-là depuis 2006 avec son ancien homologue du Nigeria, le président Olusegun Obasanjo, et naturellement Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il s'était réservé justement de se mettre en avant-scène avec cette, si vous voulez,
ce prix qui honorait sa trajectoire politique matinée d'un très grand humanisme pour d'abord voir l'aboutissement complet, définitif n'est-ce pas, du conflit sur la presqu'île de Bakassi. Et Bakassi devenu donc rentré dans la souveraineté pleine et totale de la République du Cameroun. Eh bien, le président Paul Biya s'est laissé aller justement pour obtenir ce prix. J'ai envie de vous dire personnellement qu'en suivant ce qui s'est passé au niveau de la symbolique stratégique de ce type d'événement, le président Paul Biya, dans son message, est resté très humble. Il a d'ailleurs tenu encore une fois à partager ce prix avec toutes les contributions, les grands pays qui l'ont accompagné dans sa vision et dans sa pensée politique. Et il a eu, de mon point de vue, encore une fois, une attitude à la fois républicaine et surtout très, très modeste. On parlera d'ailleurs de Paul Biya dans l'un des thèmes retenus pour cette édition de Canal Presse. Le temps de s'arrêter et reparcourir les grands titres de l'actualité développés par la presse. C'est la revue de presse Arlé Desbois-Ndébé. Bonjour. Commençons par Mutation qui cette semaine parlait de ces Camerounais brutalement refoulés à la frontière avec le Gabon. Les expulsés sont accusés de ne pas être détenteurs de cas de séjour. Et du coup, le Cameroun, conclut notre confrère, menace d'appliquer le principe de réciprocité. Et pendant que le Gabon refoule les Camerounais, la Russie, elle, se rapproche davantage de notre pays. C'est au sujet de la présence cette semaine à Yaoundé d'un émissaire de Vladimir Poutine qui a fait savoir au ministre camerounais des Relations extérieures la volonté de la Russie de densifier sa présence après 50 années de relations bilatérales. Également la France qui est venue consolider son amitié interparlementaire. C'est à Cameroun Tribune. Avec le Cameroun, les membres de ce réseau étaient au Palais de l'Unité. L'Italie, à travers son ambassadeur Stefano Pontesili, est également allé au Palais de l'Unité. Reçu en audience par le chef de l'État, les deux hommes ont parlé de bonnes perspectives de coopération bilatérale, coopération qui va se densifier malgré le fait que le diplomate italien arrive en fin de séjour au Cameroun. Bonne perspective et parlons des lions indomptables qui redonnent espoir. Le titre est de l'actu. Le journal d'Emmanuel Gustave Samnik croit que Volker Finke et ses plots sont sur la bonne voie. Après le match nul imposé à la sélection allemande, un match déterminant d'abord pour les joueurs, mais plus déterminant encore pour le coach qui devrait dévoiler la liste des 23. Idrissou, Loué, Mbong, Diasembe et Kana Rokale, dit Cameroun Tribune. Le jour dresse le portrait de chaque élément du groupe, un groupe que retrouvent Célic Diogoué et Loïc Fodjou, tous deux de Coton Sport de Garoua. De Garoua à Maroua, où nous retrouvons les 3 religieux enlevés à la mission catholique de Tchéré dans la nuit du 4 au 5 avril 2014. Les voici libres à la une de Cameroun Tribune, la sœur canadienne Gilberte Bussière et les pères italiens Gian Antoni Allegri et Gian Paolo Marta. Étrange coïncidence, exclame la nouvelle expression, la libération arrive au moment où se tenaient les conciliabules entre les élites du Septentrion occupant des hautes fonctions au sein de l'appareil étatique. De quoi s'intéresser au journal Septentrion qui évoque l'hypothèse d'une manipulation dans ces enlèvements. Boko Haram n'avait jamais revendiqué l'enlèvement des 3 religieux. Intéressant cette fois le point du quotidien Le Jour sur ce que le Cameroun perd de la présence de Boko Haram sur son sol. Perte de l'économie, les recettes en chute libre de la douane, perte également de milliers d'emplois du fait de la disparition de plusieurs filières de croissance. Seulement 52 touristes enregistrés à l'extrême nord depuis l'enlèvement du père Georges Bandebeuch. Les ambassades de France, des États-Unis ainsi que le Haut Commissariat du Canada interdisent la région à leurs ressortissants. À bâton rompu, c'est dans la nouvelle expression avec l'arrière-mairie de Douala. Le cardinal Christian Toumi parle de la guerre contre Boko Haram, la libération des 3 religieux, mais surtout de la mort de Joseph Befeu Ateba, un grand travailleur et un perfectionniste pour reprendre le prélat. La nouvelle expression dans l'autre numéro qualifie Joseph Befeu Ateba de brillant prêtre dont l'image a été sévèrement écornée par une presse dont il a fini par assumer la mission de régulation malgré les pots de banane. Pour la météo, le décès de l'évêque de Kribi et président du Conseil national de la communication serait à rechercher dans les luttes pour le contrôle du diocèse de Yaoundé.
Krivi qui, à travers le bimensuel local Lavargue de Perrin Melchionzier, rend hommage à son premier évêque, le natif de Nkwabe Angomedzap, qui meurt à 52 ans. De la mort, Maître Yono Black envoie ce message à la une du quotidien Le Jour au président Paul Biya. L'ancien bâtonnier avocat au barreau du Cameroun revient à travers une longue correspondance sur ce qu'il considère comme les incongruités de l'opération Épervier. Une lettre ouverte également à la une de l'hebdomadaire Kalara, mais le journal de Christophe Bobillon-Kono s'intéresse davantage aux intentions d'Edouard Etondo Ekoto et Atangana Mbara qui mettent le Cameroun en difficulté devant la Commission africaine des droits de l'homme. Leurs plaintes, dit notre confrère, ont été jugées recevables en dépit de l'opposition du ministère camerounais de la Justice. Plus de malversations financières dans les ambassades à New York et à Washington, le FBI dit l'anecdote enquête. Le percepteur à la mission du Cameroun à New York, selon le journal d'Amugo Belinga, serait au centre d'un scandale qui remet malheureusement au bout du jour les détournements des deniers publics et le blanchiment d'argent. L'enquête des repères dans certaines entreprises et leur sécurité sociale, SNH, CRTV, Camtel, la retraite des employés hypothéqués. Ces entreprises, dit le journal de Feu Richard Tounambé, font partie de la longue liste des employeurs qui accusent 6 milliards d'arriérés de cotisations sociales. Ne jamais l'oublier, il y a eu pénurie d'essence cette semaine à Yaoundé et le messager l'a constaté à la pompe. Mais lisons le jour avec l'inquiétude des consommateurs qui redoutent une manœuvre pour hausser les prix. Et puis très important, le journal d'Amanmana disait ce jour, c'était le 6 juin, que les stocks disponibles à la SCDP ne pouvaient tenir plus de 12 jours. Alors faut-il craindre une nouvelle pénurie? À cette interrogation, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Merci Harley Debo en DB. On l'a presque constaté dans cette revue de presse Joseph Oulinga. La presse n'a pas beaucoup commenté les dernières décisions du Conseil national de la communication, du moins au niveau des grandes unes. La suspension pour 6 mois du journal La Seine, un avertissement pour le journal Émergence. C'est devenu un non-événement au Cameroun, ces décisions du Conseil national de la communication? Non, je pense qu'il faut mettre ça sur le compte d'un autre événement qui peut être considéré comme majeur au CNC. C'est quand même le décès de sa tête de sa qui intervient quand même beaucoup de jours après la publication des sanctions. Qui a interpellé la presse. Bon, à côté des sanctions aussi, je pense que je parle sous le contrôle de Christophe, qui est quand même membre de la CNC. Je pense que tout le monde savait que ces sanctions arrivaient. Bon, maintenant, lorsqu'il faut... Comment est-ce que tout le monde... Pourquoi tout le monde savait? Puisqu'on en parlait déjà, on savait que ce journal qui avait eu un titre assez costaud quand même, je préfère le dire comme ça, à l'encontre de la ministre ivoirienne de la communication, on savait que ces sanctions tombaient. Mais je pense que lorsqu'on est dans une rédaction et qu'on a deux faits comme cela, il est normal que ce soit le décès du président du Conseil national de la communication qui était pris en compte, de mon point de vue. Paul Ngouarekindi, de nouvelles sanctions du Conseil national de la communication. Est-ce qu'on pense justement avec Joseph Oulinga que ce journal est allé un peu trop loin? C'est vrai, vous savez, lorsqu'un article paraît dans un journal, tout le monde peut faire des analyses. Et lorsque ça écorche, lorsque ce n'est pas publié dans les règles de l'art, ça pousse l'autorité à agir, ça pousse les instances à pouvoir agir. J'ai parcouru cet article qui a été publié à l'endroit de la ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. C'était quand même très brûlant. Bon, je pense que vous vouliez une publicité autour de cela. Moi, je ne pense pas. Vous savez, la perception que les hommes de médias ont de tout ce qui se passe, on a l'impression, on a le sentiment que il y a beaucoup de tirs groupés contre la presse. Même quand un confrère a écrit comme ça, d'autres pensent toujours qu'il y a quelque chose contre la presse. Mais je pense qu'il est important de réguler. Lorsqu'il y a un organe qui est sorti de la piste prévue par la loi, il est important de sanctionner cet organe-là. Mais n'attendez pas que les journalistes fassent de la publicité contre eux-mêmes. Parce que lorsqu'on publie que vous êtes sanctionné, peut-être tout le monde court pour applaudir. D'autres disent non, c'est aussi pourquoi est-ce que la sanction contre d'autres corps ne connaît pas autant de publicité. Mais je dis qu'il faut réguler. Ceux qui ont mal travaillé méritent d'être sanctionnés. Ceux qui ont aussi bien travaillé méritent d'être félicités.
Ce qui est arrivé, on les a censurés. On va arriver à la régulation tout à fait. l'heure, parce qu'on a entendu tout à l'heure parler d'autorégulation ou pas dans le sommaire de ce programme. Charlatan Amanda, vous qui vivez au quotidien le fonctionnement des médias, vous êtes responsable de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. On a l'impression que tout le monde semble saluer le travail du Conseil national de la communication à la suite de ces décisions aujourd'hui. Oui, je vous remercie pour votre question. Je pense que les dernières décisions concernant précisément le journal La Scène et aussi, dans une moindre mesure, le quotidien Émergence, sont des décisions, quand vous regardez ce qui se passe ex ante et ex post, avant et après, c'est que les toutes premières décisions du Conseil national de la communication étaient complètement décriées par tout le monde au niveau du champ médiatique national. Et il y a eu une évolution des choses. Entre-temps, il y aura eu, le ministre de la Communication aura eu l'intelligence stratégique opérationnelle de lancer le comité de suivi des États généraux de la communication avec toute la grande famille, tout au moins les représentants d'élite de la grande famille de la communication. Et je pense que tout doucement, on a commencé à s'accorder sur la nécessité de réguler et surtout de s'auto-réguler. Alors, si je peux me permettre de partager avec vous le regard que j'ai de par l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, c'est que voilà, il y a eu donc une auto-régulation psychologique, implicite, et même, j'ai envie de dire aussi, active du champ médiatique. Après la sanction contre le journal La Scène, contrairement à, parce que Paul Ngouara a failli arriver, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, à la vérité, c'est que les journalistes dans l'espace médiatique se sont accordés à reconnaître que ce qui a été écrit était des choses de celles-là qu'il ne faut jamais écrire. Voilà. Et donc, une autorégulation psychologique, nous ne décrions pas l'acte posé par le Conseil national de la communication va dans le bon sens de la marche du secteur médiatique au Cameroun. Voilà psychologiquement comment la presse a ressenti cela. Et c'est pour ça que personne n'a levé le petit doigt pour, encore une fois, comme au tout début des sanctions, critiquer le Conseil national de la communication. Maintenant, pour faire un lien avec un parallélisme frappant, ce qu'il faut dire, c'est que la presse ne pourra être efficace, ne pourra être respectée, ne pourra être crédible que précisément, justement, si elle respecte les polygomènes de notre métier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser être libre si vous bravez les lois et règlements, justement, qui régissent les fondamentaux, qui régissent votre corps métier. Et personnellement, je regardais cela, j'attendais voir et j'étais très satisfait. J'aime d'ailleurs autant vous dire qu'au niveau du ministère de la Communication, eh bien, le ministre de la Communication, en premier lieu, au nom du pouvoir régalien que l'État lui donne, en tant que conseil du gouvernement en matière justement de communication, est surtout chargé, n'est-ce pas, si vous voulez, de l'harmonie dans le secteur de la communication dans notre pays, est monté au créneau pour fustiger ce qui avait été écrit. Et aujourd'hui, je pense que le journal La Scène est un grand journal. Sur le rôle également du ministère de la Communication, parce qu'on va profondément parler donc c'est bien. régulation. Je pense que la presse vient de montrer un ton qui est très bien et qui est encourageant pour le Conseil national de la communication. Brice Meuzeux, ces décisions du Conseil national de la communication, elles sont pour le profit de la presse camerounaise? Oui, Jean-Jacques, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à Monseigneur Joseph Beffé Atiba. Le moi est haïssable. Absolument. C'est quelqu'un que j'ai personnellement connu, aspirant au journalisme. Il m'avait reçu et encadré pendant 2 mois lorsqu'il dirigeait l'UP ensemble. Donc nous avons eu l'honneur de travailler ensemble. Et c'est quelqu'un, au Cameroun père, quelqu'un qui avait beaucoup de talent, il possédait beaucoup de talent. Monseigneur Beffé Atiba n'était pas simple, il était la simplicité. Il n'était pas humble, il était d'humilité. Il avait beaucoup de dons. Donc je crois qu'au Cameroun perd beaucoup. C'était non seulement un bon journaliste, mais aussi un grand prélat. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que la loi encadrant la liberté de la communication sociale au Cameroun mérite d'être relue et révisitée. Parce qu'il y a un peu trop de choses qui vont dans tous les sens. Le Cameroun compte plus de 500 journaux. Dans ces 500 journaux, il y a la bonne graine et l'ivraie. La bonne graine, c'est quoi? À tout casser, une vingtaine de cycles. Et l'ivraie, c'est le reste. Donc la nécessité de réguler s'impose. Il faut des garanties professionnelles, académiques et voire financières pour pouvoir ouvrir un journal, une radio ou exploiter on attendait un peu cela des États généraux de la communication, ainsi de suite, que tous les textes soient relus, peut-être qu'on en sorte avec quelque chose de plus consistant et de plus pertinent professionnellement.
Oui, on a de belles lois, de beaux textes, mais... De beaux concepts aussi. Voilà. Charles n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas encore ça le débat. Charles n'est pas d'accord, mais ce n'est pas encore ça le débat. Christophe Bobiokono, dans l'opinion, on dit, tiens, les décisions ont été publiées, Christophe n'a rien dit. C'est que cette fois-ci, il est entièrement d'accord avec le Conseil national de la communication. Bon, si on lit bien ces décisions-là, on va voir qu'elles ont été prises à l'unanimité. Donc ça signifie que... et la méthode a aussi nous étions, changé. voilà, mais disons que le dernier événement du Conseil qui a vu le président du Conseil, Befé Ateba, se produire, entre guillemets, c'était un séminaire sous-régional sur l'harmonisation des procédures de traitement des plaintes dans l'espace francophone. C'était un séminaire qui était soutenu par la francophonie et auquel la plupart, enfin tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale, mais aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont une avance quand même par rapport au Cameroun. Donc, il faut dire que le Cameroun fait ses premiers pas dans la régulation des médias, dans le type de ce qu'on appelle Conseil national de la communication. Et donc, lorsque nous avons été nommés, le décret ne confère pas la compétence ni la connaissance d'un milieu. Nous sommes tout juste des professionnels dans notre milieu, donc nous devrions nous-mêmes déjà nous mettre à niveau par rapport à la régulation. Je crois qu'en termes de méthode, cela nous a un peu manqué. Et donc, les sons discordants qu'on a notés viennent surtout de cela. Vous savez, en novembre, lorsque le Conseil a, pour ainsi dire, frappé pour l'avant-dernière fois, avant celle dont on parle là, il y avait eu beaucoup de critiques, et notamment moi, j'avais estimé qu'on ne pouvait pas sanctionner des personnes qui n'avaient pas été entendues. Donc, il faut bien qu'on fasse la différence entre l'idée de sanctionner les mauvais professionnels et la qualité de la décision qui est prise. Le processus même de prise de décision, puisque c'est lui qui sécurise la décision. Vous pouvez prendre une très bonne décision, vous pouvez faire un très bon article, mais lorsqu'il est informé à source unique, vous aurez toujours le reproche de celui qui est mis en cause peut-être dans votre article, si vous n'avez pas fait la démarche de recoupement. Ça veut dire que les gens ne vous avaient pas compris lors de votre première sortie, ceux qui vous avaient condamné tout de go. Il y avait deux choses. Il y avait d'abord, je peux dire, cette propension à dire que la loi interdisait des choses que la loi n'avait pas interdites. Ça, c'était l'une des choses. C'est-à-dire qu'aller plus vite que... Moi, je pense, et vraiment, je ne suis pas venu ici pour parler de monsieur Befé. Je crois qu'il était très généreux et il voulait très vite arriver à stabiliser la situation. Vous devez vous souvenir qu'avant même que nous soyons nommés membres du Conseil, il y avait déjà eu une polémique sur un texte qu'on lui avait fait faire signer un communiqué sur les dépôts administratifs et tout ça qui était... Et ce communiqué-là partait d'un texte qui avait déjà même été modifié, voyez-vous. Donc, c'était ça. Donc, il avait une volonté de bien faire. Malheureusement, je pense qu'il n'avait pas à ses côtés des gens qui devraient lui dire que, voilà, nous sommes... vous savez, sa tâche première, c'était de diriger le dossier de Alors, crédit. est-ce que de façon... Mais pour revenir aux sanctions qui ont été prises la dernière fois, je pense que nous perdrons beaucoup, nous, journalistes camerounais, en ne regarder les sanctions que sous le prisme de l'ampleur de la suspension qui est prise. Il faudrait que les gens apprennent à lire les motivations, parce que pour moi, de mon point de vue, la sanction qui a été prononcée contre le journal par rapport à l'affaire qui concerne le journal Émergence est plus grave pour les professionnels de la communication que celle qui est prononcée contre la scène, qui est, je peux dire, un assemblage d'insultes. La scène, c'est un assemblage d'insultes. Donc, lorsqu'on examine quelque chose comme un dossier comme celui-là, c'est vraiment pas... C'est l'insulte, simplement. Émergence est averti pour avoir publié une information. Or, Émergence, vous allez voir que dans la motivation, on dit que ce journal a publié une information qui n'avait pas été vérifiée. Et vous savez, le B.A.B.A., Charles Tangana disait tout à l'heure, le B.A.B.A. de notre métier, c'est lorsque vous avez une information, vous allez rencontrer les parties, vous recoupez, vous vérifiez, vous recoupez, vous faites la critique contradictoire des sources. Vous posez la question, pourquoi tel m'a donné telle information? Pourquoi tel ne veut pas parler par rapport? Pourquoi tel me dit ça sous anonymat? Et c'est après cela que vous diffusez une information. Si vous dites qu'on a retiré le passeport du président de l'Assemblée nationale, qui est couvert d'une
qui est couvert d'une immunité parlementaire et tout ça. Donc, une information donc invraisemblable tant que son immunité n'est pas levée. Si vous n'avez pas fait la simple démarche d'aller voir le président de l'Assemblée avant de publier votre information, c'est quelque chose de grave de mon point de vue pour notre métier. Donc, nous gagnons, nous, contrairement à ce que Paul disait tout à l'heure, à savoir que nous ne devons pas faire la publicité des sanctions qui nous concernent. Autant nous devons nous battre pour faire la publicité des sanctions qui concernent les autres corps de métier. Il faut percer le mystère pour faire cette publicité-là. Autant nous devons nous battre parce que, par exemple, aux États-Unis, le fait de suivre ce que les confrères font en mal pour le dénoncer est considéré comme une bonne pratique professionnelle. Donc nous devons tendre vers ce type de situation-là. Et je pense que à l'avenir, et moi, c'est une idée que je soutiens, que je vais soumettre aux autres membres, je pense que les moments d'audition des journalistes ou bien des responsables d'organes de presse mis en cause devant le Conseil, ces moments-là doivent être ouverts à la presse pour que la presse voit très bien les limites de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. N'oublions pas une chose, le Conseil n'est pas là pour sanctionner, mais pour amener à faire... Qu'est-ce qui peut justifier ces débordements, ces dérapages, ces dérives aujourd'hui? C'est toujours la recherche du scoop ou la qualité de l'information, Joseph Olinga? Je recherche du scoop. En fait, personnellement, je pense que ce n'est pas forcément la recherche du scoop. Un peu de qualité de l'information. Comme Christophe le disait, nous savons bien comment ça fonctionne. C'est des règlements de compte parfois. Parfois, des gens sont mus par des motivations pécuniaires. Ça, on ne peut pas se le cacher, puisque nous critiquons les autres. Il faut bien qu'on se critique. Mais quand on parle de règlement de compte, parce qu'il faudrait bien enfoncer, mais il y a des gens... On fait juste une petite parenthèse. Il y a des gens qui montent de prétendus journalistes pour produire des textes contre d'autres personnes. Et ça, c'est la chose la plus grave au Cameroun. Parce que parmi ceux qui montent, il y a des personnalités souvent très haut placées qui attaquent leurs collègues, membres du gouvernement. Joseph Olinga, c'est ce que j'allais dire justement, à la suite de... peut-être qu'on va le dire, règlement de regard, qui sous le regard de favorable parce que les gens Charles Amanda qui est là, pour quand même bien préciser que pendant que les gens ouvrent quand même le procès de la presse dans son ensemble, on est bien d'accord que c'est ceux-là qui ouvrent ce procès, qui s'asseyent devant des caméras, qui font des conférences de presse, qui ont le droit de signature, qui sont les grands, comme on dit au quartier de ces pays. C'est eux qui fabriquent cette presse-là. Cette presse qui insulte les gens, cette presse qui règle les comptes aux autres. Ça, j'insiste, je le dis devant Charles Amanda, qui est au ministère de la Communication. Mais malheureusement, c'est ceux-là qui, officiellement, font le discours de cette presse qui est irresponsable, de cette presse qui n'accompagne pas l'État, de cette presse qui critique tout. Mais si aujourd'hui on a 500 journaux entre nous, on sait bien qui donne l'argent aux voisins, au quartier, aux cousins pour créer un truc qui va aller insulter les autres. Dans le même temps, ceux-là savent aussi quelle est la presse qui peut être considérée comme outil de construction de la nation. Mais cette presse-là, on ne la prend pas en compte. On s'arrange à la limite à mettre cette presse-là en difficulté et à prendre de l'argent. Je ne sais pas si c'est l'argent qui vient de leur poche ou c'est l'argent qu'on prend dans les caisses d'État et aller donner ça aux gens au quartier pour insulter les autres. Donc, les plaignants d'aujourd'hui peuvent être à l'origine. Les plaignants d'aujourd'hui, il faut bien qu'on le dise. Ouais. Ceux qui font cette presse-là, c'est les ministres de cette République, c'est les directeurs généraux, c'est eux qui mettent l'argent pour que cette presse existe. Le phénomène de tirer à gage à l'observatoire. Pendant qu'il y a une autre presse qui mérite d'être soutenue, et qui n'est pas on ne le fait pas. Je ne sais pas, je parle, Christophe est là, il est directeur de publication, je ne sais pas si l'État contribue à ce que son journal, qui tend à apporter quelque chose pour l'épanouissement. L'État les vite comme tous les autres, on a ouvert les appels pour... Donc, c'est pour chuter sur la question. Moi, je pense que c'est l'État, pas l'État, c'est ceux qui ont les manettes à main, qui sont les responsables haut placés de l'administration et de la finance publique, qui contribuent à tuer la vraie presse et à mettre cette presse-là qui insulte au quotidien... les tireurs à gage, vous les connaissez pour accompagner ce que Joseph Olinga dit, que le mal viendrait peut-être de ceux qui financent et qui montent des journaux contre les autres. Je sais que Joseph Olinga, en tournant son regard vers moi, pensait que j'allais m'inscrire
n'est-ce pas, en contradiction avec ce qu'il dit. Non, pas du tout, parce que je voudrais garder ma trajectoire d'objectivité pour dire qu'au niveau de l'Observatoire des médias de l'opinion publique, précisément, nous voyons plusieurs types de presse. D'ailleurs, je voudrais annoncer à tous les Camerounais que la presse du Hilton n'existe plus. C'est même maintenant, dans ces journaux qu'on appelle à une époque journaux du Hilton, qu'on retrouve ce type d'informations. Non, ce que je veux dire, c'est que... Quand vous annoncez que la presse du Hilton est morte, c'est comme si vous saviez comment ils vivaient maintenant. Il fallait me suivre dans la fin. Je disais que la presse du Hilton, sur le plan purement psychologique, on disait que c'était des gens qui traînaient, mais on se rend compte que justement les petits journaux qui étaient perçus de façon banale, péjorative, ces petits journaux, précisément, c'est ce que M. Olinga met en vitrine, ces journaux sont donc repris en main au niveau du champ politique, parce que j'ai envie d'employer des concepts de communication politique pour dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'espace public, eh bien, vous avez deux types de légitimité qu'il faut avoir. La légitimité élective et la légitimité médiatique, et dont la culture médiatique s'affinant et s'avançant au niveau de la classe politique nationale. Vous savez, il y a quelques années, des ministres de la République, on ne voyait pas des ministres courir pour parler à Canal 2, et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, les ministres, les directeurs généraux, bref, la classe administrative gouvernante a compris l'impact de la communication. Et donc, il y a un côté court à cela et malheureusement un côté jardin. J'affirme que ce que nous voyons est clair, tous les Camerounais le voient, à savoir que c'est un journal qui tire sur tel ministre, un autre journal qui tire sur tel autre ministre, et que quand vous regardez les connexions, parfois ça va très loin. Vous regardez la 4e de couverture, c'est la publicité, une annonce publicitaire d'une certaine entreprise, et là-dedans on est en train de tirer sur, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en contradiction avec le directeur général. Donc nous voyons des choses et d'autres, mais ce que je puis dire, je ne vous dirai pas davantage, dans notre travail nous avons un côté très confidentiel, et nous ne le dirons pas. Le gouvernement de la République, monsieur le ministre de la Communication, a une espèce de guichet central, et il voit au quotidien tous ces déploiements et des mesures naturellement, parce que vous savez, l'État prend le temps d'observer et il viendra un moment très rapidement de rappel à l'ordre. Mais le rappel à l'ordre avait déjà été fait de manière tout à fait politique. Souvenez-vous, la grande farandole épistolaire avec un certain ancien ministre d'État de la République qui avait maille à partir avec la justice républicaine au nom du peuple camerounais, eh bien, qui écrivait de longues lettres contre la haute autorité de l'État, le chef de la nation, et qui envoyait des signaux, n'est-ce pas, à quelques affiliés dans le système, eh bien, il arrivait qu'au ministère de la Communication, avec tous les stratèges, que nous nous rendions compte justement qu'il y a des personnalités de ces pays qui utilisent la presse pour bien tuer la presse. Le ministre de la Communication l'a dit à ciel ouvert. C'est ce qu'on va retenir. Oui, Paul. Je voulais réagir pour dire que la presse est embrigadée. J'ai déjà dit ça sur ce plateau-ci. La presse est embrigadée. Aucun, que les confrères m'en excusent, aucun organe de presse ne peut boire le caddie ici, qui n'a jamais été manipulé par qui que ce soit. Donc, si le ministère de la Communication et le Conseil national... n'a jamais été manipulé. Si le ministère de la Communication et le Conseil national de la Communication pouvaient réussir à mettre la main sur ces gens-là, qui passent la nuit manipuler la presse, il s'agit d'eux. Parce que vous allez dire, il y en a qui réussissent à classer les journaux, tel est petit, tel est grand. Mais je dis que nous souffrons. La presse souffre. Parce que nous sommes embrigadés. Je peux le rassurer. Je voulais le rassurer. Il faut libérer la presse. Oui, je suis d'accord avec. Je dis qu'il faut, il faut libérer la presse. Paul Ngouaré, moi je vous rassure. Juste 30 secondes. Tout le travail que le ministère de la Communication et le Conseil national de la Communication font ne trouveront jamais de solution si la presse camerounaise n'est pas libérée. Qui doit libérer se libérer d'elle-même. Cette presse est embrigadée par des réseaux, par des lobbies. Qui l'achève son développement? Cette presse est libérée par... Cette presse est embrigadée par des lobbies. Vous ne les verrez jamais. C'est eux qui manipulent. Et quand l'article est publié, vous ne les verrez plus jamais. Alors, ce que je voulais dire, je vais l'appuyer. Non, je vais chuter Jean-Jacques. Il finance les journaux, il finance les articles. Il y en a qui rédigent des articles et vont les glisser sous les portes des organes de presse. On voit le même article. Moi, je vais préciser, Jean-Jacques. 30 secondes. Évitons de classer les journaux. Alors, d'avoir 30 secondes avec Charlatan Ramanda. 30 secondes. Je pense que nous avons l'obligation de respecter le grand public qui nous regarde et nous écoute pour donner des informations les plus précises. Je veux dire, la presse doit se libérer elle-même. Et comment?
naturellement, de la manière la plus simple, en respectant les fondamentaux du métier de journaliste. Ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, tous ceux qui ont été formés dans des grandes écoles ou dans l'OTA ou après, eh bien, vous devez bien savoir que le journalisme ne fonctionne pas en vase clos. Il fonctionne, il rencontre les hommes les plus puissants de la Terre. Dan Reiter, un très grand éditorialiste américain, le disait. Le journaliste, quand il se lève, il reçoit un coup de fil de la Maison-Blanche. Quand il se couche, il reçoit un coup de fil du département d'État américain et que sais-je encore. Donc, je veux dire que maintenant, le journaliste, pour être libre, doit pouvoir tenir tête justement à tous ces mouvements de réseau et rester professionnel. Ça veut dire que quand on te dit, va tirer sur M. Atanganamanda, eh bien, tu dois bien regarder pourquoi est-ce qu'il faut dire c'est ça alors que ce monsieur n'a rien fait. Quand vous publiez cela, on ne va pas aller s'adosser sur ceux qui vous apportent les informations alors que vous ne respectez pas les fondamentaux de votre métier. Joseph, je pas dire que c'est normal. Joseph, oui. Je pense que chaque fois qu'on fait le débat de la situation de la presse camerounaise, je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que, exprès, on refuse de voir le véritable problème. C'est la précarité que la presse camerounaise vit et qu'il expose à la tentation, à la manipulation. Et l'idée politique que les gens ont de la presse, qui fait qu'elle soit ce qu'elle soit juste. C'est pas pour exempter la presse de le schéma, c'est quoi? Le schéma, c'est quoi? Le schéma, je pense que dans un pays normal, qui plus est, ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'émergence, qui aspire à l'émergence. On ne peut pas construire un pays où les gens ne sont pas informés. L'information fait partie de la construction d'un pays. Pour construire un pays, on sait bien que la presse, qui constitue l'un des maillons les plus importants du développement d'un pays, la presse doit être prise en compte. Or, il se trouve qu'on a le sentiment que de manière assez planifiée quand même, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir font exprès de ne pas mettre la presse, je vais dire la presse responsable, à l'endroit où elle doit être, mais reprennent le même argent et vont plutôt contribuer à tuer cette presse-là. Parce que, peut-être que je le répète ici, ces journaux qui insultent les gens tous les jours, ces journaux qui disent n'importe quoi et n'importe quand, malheureusement, c'est les ministres de la République, c'est les directeurs généraux de cette République qui ont les moyens, qui ont des enjeux, des intérêts politiques. C'est les députés de cette République qui peuvent légiférer à l'Assemblée nationale pour dire non, ne parlons plus d'aide à la communication, parlons maintenant de subvention de la presse pour qu'on ne trouve plus un type qui sort de chez lui et qui n'est pas sûr d'avoir 1000 francs lorsqu'il rentrera le soir. Cette presse, ce type-là, vous n'attendrez rien de lui. Mais c'est un type qui, au moindre bout de pain, qu'il a été, je sais dans quelle école de journalisme. On a compris. J'aime bien poser la question à Christophe Bilokono, qui est directeur de publication et qui venait de dire tout à l'heure qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont manipulés, qui est en même temps enseignant. Les ouvertures, les schémas de pénétration de cette manipulation tels que définis par Joseph Olinga, est-ce qu'on peut les contrer? Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas exclure, comment je veux dire ça, le contexte local dans les performances, par rapport aux performances de la presse. Mais je pense qu'on ferait fausse route en disant que la presse elle est manipulée, mais un journaliste... Est-ce qu'elle ne l'est pas? Mais quel est le rôle d'un journaliste? Si vous le dites sur un plateau où il y a des journalistes et tout ça, ça signifie qu'il n'y a pas de journalistes au Cameroun. Exactement. Parce que lorsqu'on parle de la critique contradictoire des sources, c'est bien de dire que tel m'a donné une information et pourquoi il m'a donné cette information-là, quel est l'intérêt et tout ça. Vous comprenez? Exactement. On ne peut pas... Tous les journaux peuvent... Joseph voulait dire que celui qui n'est pas bien entretenu ne pose pas ce genre de questions. J'ai bien dit, Christophe, j'ai bien dit, c'est pas pour exempter la presse. Mais je dis que ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte. On est dans le contexte. Comprendre ce qui se passe. Je suis d'accord. Mais c'est surtout la déclaration de Paul qui me pose problème. Qu'il faut libérer la presse. Non, on n'a pas besoin de la libérer. Elle se libère elle-même. Non, la presse n'est pas embrigadée. C'est ça. Ouais. Il y a de bons journalistes, il y a de mauvais journalistes et tout ça. Et il y a de bons journaux, mais qui ne sont pas exempts de tout reproche. Il y a de mauvais journaux. Je dis bien, aucun journal n'est exempt de reproche. Ça, il faut le savoir d'emblée.
Mais maintenant, nous, ce qui nous concerne, en tout cas au Conseil national de la communication, c'est de voir la démarche professionnelle des professionnels de la communication. Si on vient vous donner une information pour vous dire qu'un tel a fait ceci ou cela, tel ministre a fait ceci ou cela, c'est votre rôle à vous d'aller faire une enquête et tout ça pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et lorsque vous faites cette démarche-là, on ne lit pas ce qu'on voit dans la presse. On ne lit pas, ce n'est pas le manque de financement qui fait qu'on écrive dans des langues qui sont proches du français ou bien de l'anglais. Ce n'est pas de cela. Sinon, on risque d'arriver à ce plateau-ci pour dire il faut justifier le vol. Voilà. Il faut justifier les crimes parce que vraiment il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. On a répondu à la question de Jean-Jacques. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je voulais aussi apporter une précision parce que Charles a dit quelque chose tout à l'heure. Mais le Conseil n'est pas là pour empêcher aux gens d'exprimer leurs opinions. Donc les lettres de Marafa, puisqu'il faisait allusion à ces lettres-là, et tout ça, elles sont libres de circulation. Ce n'est pas le rôle du Conseil. Vous n'avez pas suivi le contexte. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas couper. Non, le Conseil, ce ne sont pas les opinions. Ce ne sont pas les informations collectées selon les règles de l'art. Ça ne nous pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, en tout cas au Conseil national de la communication. On n'est pas là pour réfléchir pourquoi tel journal a publié telle information ou pas. On est là pour savoir si l'information qui a été publiée, est-ce qu'elle ne trouble pas la tranquillité sociale. Par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit au début de mon propos, le Conseil a fait un communiqué pour dire qu'on allait s'auto-saisir de tous les articles de presse qui portent des insultes. Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'insulter. Ça, il faut qu'on fasse la part des choses. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'insulter. Donc, nous regardons la démarche professionnelle des professionnels. On va prendre le temps de préciser à ce sujet, puisqu'on parle beaucoup de contexte. Charles, vous allez conclure. Puisqu'on parle beaucoup de contexte camerounais et qu'on accuse les journaux de ne pas respecter l'éthique et la déontologie, est-ce à dire justement que l'environnement souffre de ce manque d'éthique et de déontologie, notamment les aspects politiques, puisqu'on a beaucoup parlé des ministres et autres qui ont des intérêts et qui utilisent la presse? Oui, Jean-Jacques, je crois que la presse camerounaise subit beaucoup d'influences, notamment que les hommes politiques, des opérateurs économiques. Et il faut dire que le contexte, l'environnement de la presse au Cameroun reste très fragile. Il y a combien d'annonceurs qui peuvent donner une page de publicité à un journal? Une presse, un journal... Donné objectivement. Oui, un journal, ça veut de quoi? Ça veut des lecteurs qui payent et puis de la publicité. Donc, à ce moment, le journaliste est perméable à la corruption parce que beaucoup de nos confrères ne sont pas bien payés. C'est ça aussi un problème de fond. Mais même là où les gens sont bien payés, il y a de la corruption. Alors, c'est ça le problème. Je laisse pas parler. On va sortir Charles, oui. Il y a plus de corruption. Ce qu'il faut dire, je pense, pour sortir de ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, la presse camerounaise est à la croisée des chemins. Et je voudrais espérer, avec tous les confrères journalistes ici présents, espérons tous que les États généraux de la communication, avec le comité de suivi qui est en chantier en ce moment, devraient justement entériner de manière concrète tout ce qui a été dit. Parce que le constat que M. Olinga relève est un constat qui a été fait par toute la corporation, dans le cadre des États généraux de la communication, à savoir la précarité de l'espace communicationnel au Cameroun. Et donc, cette précarité-là, c'est pour cela que le fil conducteur, le leitmotiv majeur des États généraux, c'était quoi? La viabilité, justement, économique des entreprises de presse dans notre pays. Je voudrais dire aussi à M. Olinga qu'évidemment, c'est facile de pouvoir voir si vous voulez, des signaux de manipulation au niveau de l'espace politique, mais il y en a aussi intramuros à l'intérieur des entreprises de presse au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il y a des soucis, des difficultés, des refus pour la mise en œuvre, l'application de la convention collective, pour permettre par exemple aux salariés, des journalistes que vous êtes, des professionnels de la communication que vous êtes dans vos entreprises de presse, d'avoir un traitement des plus efficaces, des plus idéaux. Donc globalement, il y a un tout, de mon point de vue, qui devrait, d'abord les premiers signaux devraient venir de la mise en œuvre des résolutions des États généraux de la communication. Et pour dire à Christophe Bobiokono qui ne m'a pas bien suivi, j'illustrerai, si vous voulez, en faisant des grands traits, simplement sur un cas précis de manipulation de la presse à travers un homme politique qui a eu lui aussi l'intelligence politicienne, devrais-je préciser, eh bien, de commettre des lettres. Il était
en prison déjà. Qui ne sont pas mauvaises ou interdites. Voilà. Moi, je ne suis pas arrivé sur la qualification de ces lettres. Je disais, moi, j'étais encore avec ces lettres dans le couloir. Non, monsieur Bobioko, comprenez-moi. Je répondais à... Rappelez-moi le prénom de Joseph Olinga. Voilà pourquoi je disais monsieur, parce que je ne voulais pas dire le mauvais prénom. Alors, je répondais à Joseph Olinga, qui a eu une attitude pertinente, en disant, voilà, il y a de la manipulation. Mais je voulais que cela soit clair au moment où nous clôturons ce sous-thème. La presse sera toujours manipulée, à elle de savoir faire face à cette manipulation. Alors, la presse aura toujours en face d'elle des hommes politiques ambitieux qui veulent progresser dans leur carrière, qui veulent casser les autres. Mais l'État a mis en place un système fort. Personne n'est dupe. Je vais vous dire, du simple agent jusqu'au chef de la nation, chef de l'appareil administratif de l'État. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a un observatoire des médias de l'opinion publique. L'appareil administratif de l'État est tellement régulé qu'on sait quand est-ce que Joseph Olinga a écrit qu'on attend un mandat et qu'est-ce qui est derrière. Très bien, pour sortir simplement de ce dossier, donner peut-être une information. Cresson le disait tout à l'heure, si Maraf a écrit sa lettre, il l'envoie dans les médias. Ils sont libres de publier ou pas. Ça, c'est autre chose. Moi, le problème, c'est... Écoutez-moi bien. Le problème, c'est justement que les médias qui publient, doivent comprendre que, eh bien, cette lettre que ce monsieur commet, oui, ils sont libres. Mais à eux de comprendre la finalité. La finalité est politique. Lorsque vous faites un mauvais répondre à votre question. Lorsque vous attendez un mandat, vous faites exemple. Vous l'envoyez dans un journal. On nous donne quelques secondes. On est libre. La régulation des médias ne... Pourquoi est-ce qu'on publierait la lettre de Atanamanda et pas celle de Maraf? La régulation des médias... Mais non. Alors, qu'est-ce que Maraf a dit? Qu'est-ce qu'Atanamanda dit pour ne pas citer? Atanamanda assume sa correspondance comme Marafa assume sa correspondance. Et les deux utilisent dans la presse. Alors, tous les deux, s'il vous plaît. Le débat n'est pas là. Christophe, on vous a compris. On vous a bien compris. Justement, la thématique. Très bien, on vous a compris. C'est pas la thématique centrale. On veut sortir avec l'ancien. La régulation des médias ne concerne pas que les contenus médiatiques. La régulation, c'est très bien que Charles dise les États généraux. Les États généraux, c'était en quelle année? Ça a déjà donné quoi? Parce que c'est très bien de dire le sommet de l'État, patati et patata, c'est très bien. On aime bien, je préfère... Vous avez le temps de répondre tout à l'heure. Les États généraux, parce qu'il y a eu un certain nombre de résolutions fortes pendant les États généraux, notamment concernant la viabilité économique des entreprises de presse. Parce que lorsque Charles vient ici et dit « vous ne pouvez pas appliquer la convention collective et patati et patata », il faudrait qu'il aille voir un compte d'exploitation d'une entreprise pour savoir si la convention collective peut être appliquée. Okay. Il faut dire des choses. Je vais vous donner l'information. Je termine en une phrase. Oui. Même le ministre de la Communication n'est pas satisfait de l'enveloppe qui a été votée pour... Personne n'est satisfait. Non, laissez-moi aller au bout. Surtout pas moi. Qui a été votée pour l'aide publique à la presse. Nous sommes tous d'accord. C'est 220 millions. 220 millions et tout ça. Et même dans les pays en crise où il y a une presse. On sait, c'est plus que ça. Toujours à côté de nous. Donc, largement plus. Je vais dire donc, à l'intérieur, ce que Charles ne dit pas, c'est qu'à l'intérieur du système, à l'intérieur du gouvernement et tout ça, il y a des gens qui empêchent que les résolutions des États généraux de la communication soient mises en œuvre. Très bien, on a 30 minutes pour boucler l'émission et il dit justement qu'on va lancer justement. S'il vous plaît, Charles, permettez que dise. Je le rassure, après vous Charles. Moi je vais rassurer Christophe Bobioko en lui disant qu'en réalité... Charles, c'est pas une réunion de famille. Le travail que nous avons à faire, le Cameroun se porterait mieux avec une presse efficace, professionnelle, une presse justement qui est responsable et qui a une viabilité économique au-delà de toute compétence. Maintenant, je peux donner l'information pour qu'on évolue, qui nous rattrape. On a moins de 30 minutes maintenant pour avoir peut-être le démenti ou une information qui nous permette d'évoluer. On nous apprend par exemple que les Lions indomptables sont encore au Cameroun et réclament tout d'abord l'intégralité de leur prime avant de bouger. L'équipage de l'avion également affrété à cet effet est en colère parce que les Lions étaient censés partir depuis 9 heures. Il est déjà pratiquement midi et 35 minutes. Pilotes et hôtesses sont en colère. L'information nous parvient à l'instant. On espère justement que d'ici la fin de cette émission, on aura quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. On va évoluer vers le Brésil pour prendre le reportage de la semaine justement, qui nous permet de planter le décor des infrastructures et des structures qui attendent l'équipe nationale du Cameroun là-bas. Une équipe de Canal 2 internationale y est mobilisée. Voici le reportage de la semaine en direct du Brésil. Après leur départ du Cameroun, l'équipe de votre chaîne de télévision leader Canal 2 International est arrivée au Brésil.
Après le transit de Lomé au Togo, c'est le débarquement à l'aéroport international de Sao Paulo au Brésil qui servira de porte d'entrée à l'équipe choisie pour la couverture médiatique de la Coupe du Monde Brésil 2014. Derrière moi, les cocotiers, devant moi, la mer bleue, sous mes pieds, un sable chaud, sur ma tête, un soleil brûlant. Et c'est ici, à une dizaine de minutes de l'hôtel Sheraton, que votre équipe a installé son dispositif pour mieux vous faire vivre en direct la Coupe du Monde Brésil 2014. C'est dans ce somptueux hôtel, construit en 2007 et baptisé Sheraton en 2010, que les Lions indomptables seront logés. Un dispositif sécuritaire 24 heures sur 24 renforcé à l'extérieur comme à l'intérieur. Ici, au niveau de la réception, le personnel est accueillant. Les logos de l'hôtel sont d'ores et déjà aux couleurs du Cameroun. On n'attend plus que les poulains de Finke. Nous avons augmenté le numéro de sécurité. Nous avons recruté plus de personnes qui parlent anglais, des personnes qui parlent français aussi, pour nous aider, pour aider la sélection de Cameroun. Bref, un décor féerique, comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, que les Lions pourront en bénéficier. Non loin de là, c'est le complexe Esportivo Kleber qui servira de cadre d'entraînement aux Lions indomptables à Victoria. Ce stade d'environ 21 000 places, situé à une dizaine de kilomètres de l'hôtel Sheraton, site d'hébergement de l'équipe nationale du Cameroun, permettra aux Lions indomptables du Cameroun de profiner leur préparation pour les matchs du premier tour contre la Croatie, le Mexique et le Brésil. C'est dans ce complexe Esportivo Kleber Andrada que les Lions indomptables vont devoir se mettre pour préparer les rencontres comptant pour la première phase de cette Coupe du Monde Brésil 2014. Un complexe d'environ 15 000 places qui permettra à l'équipe nationale du Cameroun de s'apprêter pour la première phase. Tchantou Patient, Dominique Biina, Boubangomna, envoyés spéciaux en direct du Brésil pour Canal 2 International. Après leur... Merci Bouba Ngomna depuis le Brésil. Pourtant, l'actualité locale ne semble pas être des plus bonnes pour ce qui est des Lions indomptables du Cameroun. Nos reporters sont encore sur le terrain. Ils disent que les Lions ne sont même pas encore prêts à partir. Le vol devait décoller à 9 h. On est largement hors de délai. Brice Mbezeux, vous êtes un peu surpris? Oui, un peu surpris parce que jusque-là, les Lions menaient une bonne campagne de préparation qui était conclue par 4 matchs amicaux. 4 matchs amicaux, je vais schématiser, au cours desquels ils ont marqué 6 buts. Ils en ont encaissé 4. Ça fait un différentiel de 2 buts gagnés. Et puis, cette campagne a démarré en Autriche, s'est poursuivie en Allemagne, et les Lions sont revenus au pays pour, dit-on, se ressourcer. Et c'est là le hic, puisque avant le match d'hier, ils avaient passé 6 jours sans s'entraîner. Ils ont eu une seule séance d'entraînement, je crois que c'était vendredi, pour la reconnaissance de leur région. Ils ont perdu 6 jours dans la préparation, à 5 jours du début de la Coupe du Monde. En 2010, je suivais encore cette équipe nationale pour le compte de Cameroun Tribune. Après le stage en Autriche, nous sommes revenus ici au pays avec l'équipe. Et dans l'avion, un joueur, il faut le nommer, Samuel Eto'o, le capitaine, demandait qu'est-ce que nous partons faire au pays alors qu'on doit aller en Afrique du Sud pour aller se concentrer, pour aller se préparer à affronter la compétition. En 2010, ils avaient perdu 3-4 jours ici au pays. Ils sont partis en Afrique du Sud, ça s'est mal passé. Et cette année, ils sont revenus, ils ont pris 4-5 jours. Il y a la bonne cause, dire communier avec le peuple. Je pense qu'on aurait dû organiser cette cérémonie autrement. Après le match contre l'Allemagne, très beau match contre l'Allemagne, je serais descendu au pays,
en 2 jours, partir au Brésil. Et c'est un long chemin pour aller au Brésil. Dans le meilleur des cas, si le scénario se décante, s'ils rentrent en possession de leur prime dans la journée, ils vont prendre l'avion, disons dans l'après-midi, dans la soirée, ils vont arriver au Brésil. Voilà. Donc, sans oublier les pénalités et tous les horaires qu'il faut revoir avec la compagnie qui a affrété l'avion. Donc la campagne de préparation est gâchée. Elle est gâchée. Alors, Polo qui est un habitué également du sport, qui a suivi également les équipes nationales du Cameroun, est-ce que cette information vient gâter la fête d'Europa? Ça m'aurait vraiment étonné, hein, parce que si vous m'aviez dit que les Lions étaient déjà en route pour le Brésil, pour moi, ce n'est pas une information qui m'étonne, parce qu'on est habitué à cela. J'ai un seul regret, la cérémonie d'hier, si ma modeste position avait été demandée, j'aurais souhaité qu'on amène au stade omnisport tous les imams de ce pays, tous les pasteurs, tous les évêques, les marabouts aussi, tous ces gens-là, pour chasser les mauvais esprits qui ont encerclé les Lions. C'est toujours comme ça. Quand on doit voyager, quand on doit aller jouer, il y a toujours des gens qui n'ont rien à faire avec le football, qui viennent gâter le football. Vraiment, je ne suis même pas surpris que les Lions soient encore là. Ça m'aurait vraiment surpris que les Lions soient encore là. Je dis que c'est toujours comme ça depuis des décennies. Le Cameroun, c'est le Cameroun? Non, ça c'est la catastrophe. C'est toujours comme ça. Bon, les gars revendiquent leur prime, ils ont raison. On peut travailler. Les gens récoltent 3 milliards. Je demande seulement 50 millions. Fois combien? 23. Ça donne quoi? Et les gens n'arrivent pas à leur donner cela. Je dis que il y a même des gens qui voulaient diaboliser les Lions. J'ai dit non. Les gars là ont travaillé, remettez-leur ce qui leur revient. Donc je dis que s'ils sont encore là, moi je ne suis pas étonné. Et je les exhorte à exiger leur prime. J'aime bien l'attitude de Christophe, comme s'il regardait le ciel et se demandait parce si les Lions... Il y en a qui brandissent le patriotisme. En fait, diaboliser les Lions. Ils vivent du football. En fait, je m'attendais à suivre ce que Charles va nous dire. Parce que c'est des performances, écoutez, ce sont des éléments qui permettent de voir les performances de notre administration. Je ne serai pas dessus parce que je vais dire. Qui permet de voir les performances de notre administration. Je vous dis, en 90, le jour du match, la nuit qui a précédé le match, le chef de l'État a réglé le problème des primes des joueurs ce jour-là, en 90. Heureusement, là, le problème s'était posé, on était en Italie. C'est là-bas que le chef de l'État a pris la décision de faire payer. Parce que l'argent avait été décaissé, mais que par des circuits habituels. On a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on ne va pas. Le débat que nous avons aujourd'hui, là, nous l'aurons dans 2 ans à la veille de la CAN, nous l'aurons dans 4 ans. Et il y a quand même une administration performante où il y a des gens qui sont susceptibles de sanctionner, de frapper, de rectifier les choses, d'auditer les process. Le problème au Cameroun, c'est lequel? C'est qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe et tout ça, qui viennent donner des leçons, qui viennent gérer. C'est comme pour la presse. Vous allez voir que la plupart de ceux qui gèrent la presse et tout ça sont des gens qui ne connaissent rien même du métier des journalistes. C'est la même chose. On méprise les footballeurs. On dit vraiment, ils ont la tête dans les jambes, ils ne savent pas réfléchir, ainsi de suite et tout ça. Mais on veut vivre de ce qu'ils produisent. Vous vous souvenez très bien, il y a 4 ans, je pense que les montants perçus par des officiels étaient faramineux. Le Premier ministre avait dû ordonner un remboursement. Pendant ce temps, les Lions n'avaient pas encore reçu de l'argent. Voyez-vous, c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour moi, ça interpelle directement la gouvernance. Alors la gouvernance, on a eu un problème avant celui des primes, même si on a voulu dire que ça allait pour le mieux et qu'il y a plus de problème. Les Lions ont joué en toute harmonie, on l'a vu un peu au stade entre guillemets. Tout cela, il y a eu un problème de visa aussi. Certains n'avaient pas encore leur visa, il fallait attendre jeudi ou mercredi qu'ils arrivent au Cameroun et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec Christophe qu'il y a un gros problème de gouvernance? Moi, je ne ferai pas comme Christophe qui a toujours du mal à être d'accord avec moi. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Je dirais même plus loin que lui. Vous avez un débat personnel. Je dirais plus loin que Christophe. Nous nous connaissons depuis bientôt 20 ans. Voilà, merci Christophe. On est de vieux professionnels, on chemine ensemble quand même, de jeunes vieux on va dire. Non, sérieusement, pour faire sérieux, je veux dire qu'il y a au moins 3 hérésies administratives et 3 dysfonctionnements au niveau de la mémoire et de la conscience collective.
D'abord, les hérésies administratives. Je constate avec le peuple camerounais que l'incurie managériale continue malgré la normalisation mise en place. Et donc, le comité de normalisation doit être lui-même normalisé. C'est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle encore des primes au sein des Lions, et inadmissible, cela n'honore ni le Cameroun, ni justement l'État du Cameroun, de ce que l'équipe nationale du Cameroun, porte-fanion de la République dans les armoiries de l'histoire de notre pays, en route pour le Brésil, sont encore bloqués sur le sol du Cameroun. Cela n'honore personne, ni vous messieurs, ni ceux qui ont la charge de ce football. Eh bien, surtout pas eux. Alors, je veux dire que pour moi, la deuxième hérésie que j'observe, qui est incroyable, c'est que, en tant que notable traditionnel africain, je vais interroger un peu la mémoire de nos ancêtres. Quand vous allez chercher la bénédiction, est-ce que c'est celui qui doit vous bénir qui vient payer? C'est à vous d'apporter des présents à celui qui doit vous bénir. Les lions viennent communier avec le peuple pour prendre la bénédiction du peuple camerounais. On demande au peuple d'aller au stade en payant les billets d'entrée au stade. Parce qu'on veut faire quelles entrées? Parce qu'il y a quel problème pour demander au Cameroun d'aller. Résultat, vous avez vu le stade hier, était-il plein, messieurs? Non, que non, que nenni. Eh bien, troisième observation que je fais. Oh mon Dieu, la République du Cameroun. Mais le drapeau de la République du Cameroun, les Camerounais attendaient que ce drapeau soit remis à Samuel Eto'o, à Samuel Eto'o, capitaine des Lions indomptables. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Eto'o? Qu'il a été souffrant, qui n'a pas suivi comme moi? Qui a suivi avec moi l'interview qu'Eto'o donne après la brillante prestation contre l'Allemagne? Mais Eto'o parle et il est toujours amer. Il dit ça à l'entraîneur qui est payé pour cela de trouver des stratégies. Ça veut dire qu'en fait, Samuel Eto'o n'a jamais su résoudre le problème de ce garçon, qui est un génie dont le monde entier nous envie. Eh bien, moi, je vais dire que hier, justement, le chef du gouvernement de la République, le Cameroun, mon pays, était embarrassé. Eh bien, ceux qui ont organisé cette incurie, il faudrait bien qu'ils en assument le prix à l'arrivée des courses. Alors, ce sujet d'embarras, justement, Joseph Olinga, on a revu en image, merci à la réalisation qui nous a proposé cette image. Le drapeau de Cameroun, le fanion, l'étendard, comme on l'appelle, on l'a donné pratiquement à l'entraîneur Volker Finke après avoir fait rentrer tous les joueurs dans les vestiaires. Ça lui semblait quand même un gros paradoxe. Tous les joueurs étaient déjà repartis dans les vestiaires. Comme à la suite de Charles, je vais quand même remarquer que dans notre pays, comment on va dire ça? Trouver le mot, il faut trouver le mot. Dire quelque chose de grave. Mais vraiment, on a le sentiment que chez nous, on marche sur la tête. C'est le drapeau, c'est notre drapeau. C'est le drapeau du Cameroun. On le remet à Volker Finke. Je ne sais pas, il est certes l'entraîneur. Il est certes l'entraîneur des Lions indomptables, mais il ne s'agit que, quitte à ce que d'aucuns le prennent mal, il ne s'agit que d'un mercenaire qui est là pour gagner son argent. Qui peut rester au Brésil, sans revenir avec ce drapeau. Ce drapeau, il a vite fait de le jeter quelque part dans un coin de rue. Il n'est en rien responsable de ce drapeau. Et le gouvernement n'y est pour rien. Ceux qui organisent le football camerounais, c'est eux qui ont rien. Pour dire la suite, moi, mon idée, si Charles permet que je finisse, s'il permet que je finisse, je vais dire que moi, il y a un débat assez, un mauvais débat qu'on fait autour de cette histoire de prime. Les Lions indomptables, ceux qui jouent dans les Lions indomptables, cet argent existe. S'il y a des primes qu'on donne au Cameroun, c'est parce qu'il y a des acteurs qui se produisent sur le terrain. Cet argent, on le donne, c'est pour la motivation de ces acteurs. Mais malheureusement, nous remarquons, et il a dit, depuis 90, je pense que Christophe le disait aussi, depuis 90, on remarque que on se concentre beaucoup plus sur l'argent qu'on va donner aux encadreurs, sur les délégations, sur les visas qu'on va donner aux petites amies, qu'on va donner aux cousins, qu'on va donner à tel. Et c'est à la dernière minute qu'on se souvient de ce que, en fait, si tout ce mouvement-là existe, c'est parce qu'il y a des gens qui courent derrière un ballon. Parce qu'il faut bien qu'on le dise. Je parle sous le contrôle de Brice qui fait dans le sport. On remarque bien que les encadreurs à l'équipe nationale s'approprient l'argent des Lions et bénéficient plus de ces primes-là que les acteurs qui sont sur le terrain. Dès que les acteurs vont demander l'argent, on va crier au patriotisme. On va dire non, ils ne sont pas patriotes. Mais ces gars vivent le football. Merci Joseph. Lorsque nous on sort le matin, c'est parce que
C'est bon, Joseph, on comprend la position. Ce monsieur a dit qu'il ne veut pas le on football. va- On prend Paul Guarekindi. on va pas On me dire, prend non, Paul ne Guarekindi. pas faire On prend Paul Guarekindi. Parce que- Les téléspectateurs ont aimer, certainement c'est pas remarqué que le thème que nous abordons ne devait pas être abordé dans ce sens-là. La dernière actualité nous impose un peu cette grande parenthèse qui va nous amener jusqu'à la fin de l'émission. Paul Guarekindi, on parlait juste à l'heure de la présence des officiels. Tout à fait. L'image du stade Amadou Ahidjo hier, où on fait Et partie des parents joueurs, des officiels. et on aligne les officiels. C'est à eux qu'on remet le drapeau, c'est à eux d'avoir la bénédiction finalement. Bon, puisque ce sont ces officiels qui sont des joueurs, donc il faut leur remettre. Oui, tout à fait. Vous pensez à quoi? C'est eux qui seront à la une là-bas. Ils auront les meilleurs véhicules, les meilleurs hôtels, les meilleurs. Ça, il faut le dire. Et à la fin, vous allez les retrouver en train de faire Les achats. les Les achats. courses. C'est un peu comme ça. Parce que c'est aussi un voyage d'affaires. Il y a plein d'opérateurs économiques cachés là. On met les joueurs en benne et vous allez voir, on va plutôt valoriser les membres des On signale que délégations. Paul Guarekindi parle d'expérience. Hein. J'ai essayé de lire un peu dans ses 20 Tout à ans fait. de On carrière. a quand même beaucoup de voyages. voyagé avec des clubs à l'extérieur du pays. Donc, je dis que on est en train de valoriser les officiels parce que ce sont ces officiels-là qui c'est eux maintenant, ce sont eux qui sont des joueurs. Donc, Il faut le regretter. et il faut je le dis, regretter, il faut le regretter. j'ai des amis lions et notables du Cameroun. Il faut le regretter. Allez de l'avant, exigez vos primes parce que ce sont vos tibias et vos godasses. qui Alors, sont est-ce que ça des- se comprend Donc, Charles Ataranamanda dit tout à l'heure que le gouvernement n'y est pour rien. Oui, On leur donne l'argent, c'est tout. oui. Est-ce que le gouvernement ne peut pas dire stop? On a connu quand même des épisodes dans ce pays où le gouvernement a dit qu'arrêter. Pourquoi il laisse faire là maintenant? Je ne parle pas au nom du gouvernement. Côté ici. normalisation, serait-il... Je ne parle pas au nom du gouvernement ici. Je parle comme un citoyen qui aime son pays et comme un humble serviteur de l'État. Pour dire, de mon point de vue, que l'image que j'ai vue, je la renverse de manière sémiotique dans mon esprit. Je voudrais voir tous les lions, les 22, comme Samuel Eto'o n'y était pas, les 22 prenant ce drapeau des mains du Premier ministre de mon pays. Voilà l'image que je demande aux Camerounais de partager avec moi, d'oublier qu'ils ont vu les officiels tenant le drapeau du Où le Cameroun. Premier ministre Je jouait un rôle qu'il n'aurait Alors, jamais dû jouer. Je dans voudrais ce jouer dans mon sens-là, esprit, quand je même. voudrais dire qu'on a Incroyable. amené le Premier ministre justement de la République du Cameroun, mon cher et beau pays, joue un rôle qui n'est pas... Et chacun dans une république a son rôle. Ne demandez pas au Premier ministre de venir organiser ces choses. Il est là, il y a un comité qui gère le football camerounais et qui a tous les moyens pour, y compris les moyens intellectuels. J'aurais été moi un de leurs conseils, je leur aurais dit appelez les 22 lions avec en mémoire que Samuel Eto'o, leur capitaine, est avec eux, Qu'ils qu'on reçoivent leur comme remette chez ce les Bantous, drapeau-là qu'ils reçoivent solennellement la et que le bénédiction. peuple En tout la cas, Samuel est bénisse. arrivé au stade Ça vers se la passe fin chez du les match, quand même, on l'a vu Donc, signer oui, quelques Samuel, d'ailleurs, il autographes, n'était même pas loin quelques puisqu'il autographes. il y Oui. était. Donc, Ah. je vais dire que, sérieusement, écoutez, chers confrères, chers compatriotes, oublions ces clichés-là maintenant, il faut rester positif. L'essentiel est que l'équipe nationale du Cameroun a des atouts pour aller honorer notre pays. Nous sommes en guerre maintenant avec, n'est-ce pas, des individus sans foi ni loi, des terroristes qui veulent braver la superbe de la République du Cameroun. Eh bien, les Lions doivent savoir qu'ils font partie de la puissance et de la force du Cameroun, le grand Cameroun que nous rêvons tous que nous souhaitons tous de tous nos voeux. Ils doivent savoir que là, ils vont au front. C'est un front d'importance. En remportant haut la main, tout au moins en veillant sur l'image de la République, eh bien, nos forces armées qui sont en ce moment au niveau de la ligne de feu mise en place par le chef de la nation, eux aussi seront galvanisés et que c'est un Christophe, tout, une très République. bien, On dit très bien. qu'ils laissent tomber Christophe leur prime. Oyokono, Oui, moi, tout à l'heure, on a dit qu'on a amené le Premier Je ne pense ministre. pas qu'il a dit qu'il doit... Joseph. Qu'on leur donne leur prime. Merci Joseph. Merci, Merci, Joseph. Joseph. Qu'on leur donne leur Qu'on prime. a amené le Premier ministre à jouer un rôle. Est-ce qu'il ne peut pas dire stop? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, moi, je refuse de regarder seulement cette affaire-là à travers les lions et notables. Je pose un problème de gouvernance sérieux. Et si vous voulez, je vais donner un autre exemple. Vous savez, pendant longtemps, l'immeuble de la mort a fait la honte de ce pays. Mais par un mécanisme propre à l'État qui a amené l'ingéniosité du gouvernement, ainsi de suite. On a pu trouver sur place des moyens pour faire réhabiliter cet immeuble-là. Mais ce n'est pas qu'un pot de fleurs qu'on a posé, comment je vais dire ça, à la pose centrale. C'est un immeuble qui doit servir. Depuis que les travaux sont finis, voyez-vous, l'immeuble ne peut pas être inauguré. Il ne peut pas être utilisé. Alors que les services publics squattent des endroits incroyables, insalubres un peu partout. Et tout ça. Voilà un immeuble qui est là, qui est planté. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a toujours la querelle de ceux qui n'ont rien fait, mais qui viennent toujours lorsque la situation est gérée, revendiquer la médaille et tout ça, revendiquer le paiement à la place de ceux qui ont travaillé. Je crois que c'est un problème qu'il faut adresser de manière sérieuse. Et de ce point de vue-là, monsieur le Premier ministre doit prendre des choses, comment je vais dire ça, il doit prendre la mesure de la chose.
C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, tous les jours. Et avec les Lions indomptables, je dis bien que si on ne prend pas la mesure, nous allons reprendre ce débat-ci dans 2 ans, puis dans 4 ans, puis dans 6 ans. Brice Mbese, on va sortir justement de ce débat. On n'a pas encore reçu de précisions. On ne sait pas si la situation a évolué. Alex Lembé est sur le terrain. Il ne nous a pas encore annoncé une bonne nouvelle venant de ce côté-là, notamment pour ceux qui étaient primes. Voilà. Les Lions sont toujours là. Merci, ils sont toujours là. On a des informations minute by minute de ce côté-là. Léon. L'argent est encore en train de chercher le destinataire c'est intéressant, final. hein. On parlait tout à l'heure de la préparation et ces jours observés dans des débats. Il y a eu la fête, certains sont allés au village inaugurer des salles de classe, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y avait une période quand même de préparation qui semble avoir été légèrement, notamment vers la fin, qui semble avoir été prise à la légère. Oui, ça a été. Il restait quoi, 1 semaine avant le début de la Coupe du Monde. Donc c'est la phase la plus déterminante. Oui, l'écrasante majorité des sélections qualifiées déjà au Brésil. L'équipe type du Cameroun tarde à se dessiner. La colonne vertébrale de cette équipe, c'est-à-dire le gardien, la charnière centrale, le milieu de terrain défensif, l'attaquant de pointe, nous sommes encore dans l'incertitude totale. Avec cette affaire de grève, ça complique davantage la situation de l'équipe. Sur le plan psychologique. Sur le plan D'ailleurs, je voudrais ajouter que, sans jouer les analystes, n'est-ce pas, sportifs, vous remarquerez que toutes les équipes qui prendront part à la Coupe du monde de football au Brésil dans quelques jours, eh bien, les 23 retenus ont eu à faire des matchs de préparation. Tous les 23. En France, par exemple, Ribéry qui est blessé n'a pas pu faire un seul match, il n'ira pas au Brésil. Absolument. Mais où est Jean de Makoun? A-t-on dit aux Camerounais pourquoi Makoun n'a joué aucun des 3 matchs de préparation? Dans quel état ce compatriote, un des stratèges des Lions, va-t-il au Brésil? Alors, vous voyez, c'est des choses qu'il faut dire aux Camerounais. Vous voyez, quand on en a besoin. Il n'y a pas de... Justement, une petite information, on va l'attribuer à notre source. Elle est de Soule Onoyolo. Elle nous permet de comprendre. Soule nous indique que les Lions ont refusé de prendre le drapeau. C'est la raison pour laquelle le coach s'est finalement retrouvé avec... Ça veut dire qu'il y avait un malaise. Voilà, on dit merci à Soule. Alors, moi, je l'ai aussi appris. Moi, je fais fi de ça. S'ils ont refusé de prendre le drapeau, pourquoi ça veut dire qu'il y avait un malaise. De prendre le drapeau? Ça veut dire que ceux qui sont chargés... C'est le prolongement de cette crise que nous sommes en train de vivre. Ce que moi je veux dire sur le plan de la symbolique républicaine, certains ont oublié que les 23 Lions indomptables représentent les 22 millions du peuple camerounais et que le capitaine des Lions en l'état est justement en ce moment-là le numéro 1 de la République sur le front brésilien et qu'il reçoit directement, et il devait recevoir directement les consignes du chef de la nation. Donc on leur donne leur prix et qu'on les a quand même rayonnés. Oui, Brice, rapidement, pourquoi est-ce que les l'émission, le encadreurs passent le temps à bouffer Dans l'enchaînement des situations, nous sommes dans le scénario de 2002. Oui. C'est-à-dire à Paris, au Japon, les Lions ont passé 2-3 jours parce qu'ils revendiquaient leurs primes. Donc on n'a pas retenu les leçons de 2002. On n'a pas retenu les leçons de 90, ni les leçons de 94. Et on crie au patriotisme. Et en 2014, les gens prennent l'argent, nous sommes ils se mettent dans les d'accord poches. et dès que les joueurs réclament, on est d'accord. On va tous aller suivre. On va tous. Merci, messieurs. Pourquoi ceux qui prennent cet argent ne sont pas patriotes? Joseph, on sera avec pour tout à l'heure pour le prolongement de son anniversaire. On dit grandement merci à Brice Mbese pour ce magnifique livre, Les Lions indomptables, la légende de Khartoum à Rio. Et la réponse justement de Joseph Seblatter qui a reçu un exemplaire. Il parle d'un livre magnifique, Les Lions indomptables. Il connaît bien l'équipe du Cameroun. Il dit que ce sont les joueurs qui écrivent l'histoire, ce sont les livres qui en gardent la trace. Et justement, on a les traces de l'histoire. Et c'est les Lions qui vont au Brésil pour encore une fois écrire l'histoire du Cameroun. Peut-être que vous ajouterez les pages d'aujourd'hui avant la Coupe du Monde 2014. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Merci de rester fidèles. Tout à l'heure, retrouver la grande équipe de la République du Djambo avec le président Chop Chop. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International.